Bonjour à tous et bienvenue chez le Mangeur de Livres. Alors, je vous ai fait faux bond pendant un petit moment, j'ai pas fait de podcast, j'étais débordé, mais je reviens en force et aujourd'hui, je vais aborder un genre que j'ai pas encore traité dans le podcast depuis que j'ai commencé à en faire, et pourtant c'est un genre que j'affectionne particulièrement, c'est les récits de voyage ou les récits d'explorateurs. Alors, parmi les milliers de récits de voyage existants, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un livre qui s'appelle Bête, homme et Dieu, et qui a été écrit par un homme qui s'appelle Ferdinand Ossendowski. Alors, qui est Ferdinand Ossendowski et pourquoi j'ai choisi ce livre parmi tous les récits possibles et imaginables d'explorateurs? D'abord parce que c'est un livre en fait autour duquel je tournais depuis longtemps, qui traînait dans ma bibliothèque depuis des années, que je voyais souvent dans les librairies, dans les bouquineries d'occasion, dans les brocantes, et je me disais toujours que juste avec le titre, c'est quelque chose qui m'intéressait, quoi, quelque chose qui m'appelait. Et puis finalement, là, dans une brocante, j'en ai trouvé un complètement défoncé, et je me suis dit, bah voilà, il coûte pas cher, je vais le lire, et puis j'ai pas peur de le défoncer moi aussi. Et je me lance dedans, quoi. Et ben, c'était une très bonne idée que j'ai eue de me lancer dans ce bouquin, parce qu'il y a tout ce que j'aime dans, dans les récits d'aventure et d'exploration de ce genre-là. Déjà, c'est un livre qui est édité chez Phébus dans la collection Libretto. Alors, je sais pas si vous connaissez cette Libretto, j'allais dire, cette collection. Euh, les Libretto, c'est des livres semi-poche qui sont édités donc par Phébus et qui se sont fait une spécialité justement de soit de biographies d'explorateurs, de voyageurs, soit euh, de récits euh, d'explorateurs, de navigateurs, d'aventuriers qu'ils ont eux-mêmes écrits, ou donc de biographies ou de textes traitant de la vie de ces derniers. Et j'en ai lu pas mal chez eux, notamment la fabuleuse biographie de Richard Burton par Fawn Brody. Un jour, je ferai un podcast sûrement de 5 heures parce que ce mec, c'est incroyable la vie qu'il a eue. Il faudrait peut-être 10 podcasts pour parler de lui. Donc, pour commencer, je me suis dit qu'un petit libretto, ce serait mieux qu'un gros pavé. Et aussi, pourquoi j'avais envie de lire ce livre, c'est parce que il se passe à une époque en fait que j'affectionne particulièrement, c'est la fin du 19e et le début du 20e, c'est les derniers grands explorateurs, et il y a encore des pans entiers du monde qu'en réalité on ne connaît pas vraiment, surtout nous occidentaux, hein. Et surtout en ce qui concerne notre ami Ferdinand, là, son livre il se passe en Extrême-Orient et c'est fabuleux, quoi. Donc, revenons à nos moutons, je m'éparpille un peu. Qui est Ferdinand Ossendowski? Alors excusez-moi, je vais sûrement écorcher son nom plein de fois, c'est un nom polonais comme son nom l'indique, et parfois j'ai du mal à le prononcer. En tout cas, Ferdinand, il est né en 1878, et en fait il était polonais mais sans patrie, parce qu'à cette époque-là, ça faisait bien 100 ans que la Pologne avait été dépecée par les différents empires qui l'entouraient. C'est une constante dans l'histoire polonaise, de disparaître et de renaître de ses cendres. Et il est né dans une ville qui s'appelle Vitebsk, qui aujourd'hui d'ailleurs n'est pas en Pologne non plus, hein, qui est en Biélorussie. Pour vous dire que la Pologne, comme l'Ukraine justement, avec ce qui se passe aujourd'hui, ça a été un coin qui a été dépecé souvent par les gros empires. Donc notre ami Ferdinand, polonais de cœur mais sans nation, se retrouve très jeune à Saint-Pétersbourg avec son père qui est médecin, donc qui est plutôt aisé, et ce qui lui permet de faire très tôt des études scientifiques. Il choisit les mathématiques, la physique et la chimie. Alors notre ami est assez doué, euh, il, il réussit assez vite ses études, et ce qui lui permet de voyager très vite pour le compte d'une compagnie maritime qui va d'Odessa à Vladivostok, donc déjà c'est un sacré parcours. Et donc dans ses jeunes années, il voyage déjà beaucoup, il va en Extrême-Orient, il va dans les îles aléoutiennes, en Corée, il se balade pas mal déjà. Donc ça lui donne déjà une
une petite expérience. En 1899, comme il y a des manifestations étudiantes en Russie, il y a les prémices de la Révolution, il se retrouve à Paris en fait pour continuer ses études. Et donc il rencontre Marie Curie, qui est sa compatriote, et notamment il aura comme professeur un Marcelin Berthelot. Donc c'est pas mal. Et donc ça lui permet de voir du pays encore une fois et de se confronter à la culture occidentale. En 1901, il finit définitivement ses études et il rentre en Russie. Et comme il est tout auréolé de son diplôme parisien, on lui donne tout de suite des responsabilités, notamment dans le domaine minier. Et on l'envoie en Sibérie, à Omsk, où il a une chaire et où il peut donner des cours. Sur ces entrefaits, la première révolution de 1905 arrive. Ayant un esprit plutôt révolutionnaire, lui aussi, il est du côté des révoltés. C'est pas très bon choix, puisque, comme vous le savez, la première révolution échoue. Et là, le tsar lui en veut pas mal. Et en fait, il est arrêté et condamné à mort. Heureusement qu'il avait un peu d'entre-gens et un noble assez proche du tsar arrive à négocier pour qu'il ne soit pas exécuté, mais juste mis aux travaux forcés. Les travaux forcés en Sibérie, on se demande ce qui est le pire, hein, mourir ou les travaux forcés en Sibérie. Enfin bref. Donc il se retrouve à casser des cailloux en Sibérie pendant un moment. Et il n'a donc plus le droit d'exercer sa profession euh, de, de scientifique. Mais en fait, il est quand même assez chanceux puisque finalement sa peine de travaux forcés est réduite et il sort des camps en 1907. Mais comme il n'a plus le droit d'exercer, ni de quitter le pays, il se met à écrire. Et en fait, il avait déjà publié un roman en 1905, juste avant les événements, qui s'appelait Nok. Et il l'avait publié en polonais. Ça s'appelle La Nuit. Ça veut dire la nuit. Et donc de 1907 à 1917, il se remet à l'écriture en fait. Comme il n'a pas le droit de sortir du pays, et qu'il est quand même assez aisé puisqu'il faisait partie de l'intelligentsia sibérienne, finalement c'est une période qui lui permet l'introspection et l'écriture en fait. En 17, vu que il a passé 10 ans à écrire, il est revenu dans les bonnes grâces du tsar et il est à nouveau nommé professeur à l'Institut Polytechnique d'Omsk. Le problème c'est qu'on est en 1917 et que la révolution éclate. Donc au début, puisqu'il était plutôt du côté révolutionnaire 12 ans plus tôt, il se dit bah, j'ai toujours les mêmes accointances, mais finalement il est assez vite dégoûté par les bolcheviks et leur manière assez autoritaire et, et sanguinaire de faire la révolution. Et il se rallie tout de suite au groupe contre-révolutionnaire et accomplit pas mal de missions pour eux, notamment le chef du gouvernement anti-bolchevique, Alexandre Kotchak. Et il devient même le ministre des Finances de ce dernier. Donc vu que la révolution réussit cette fois-ci, il est condamné à fuir. Et c'est le moment où commence le livre. Donc à ce moment-là, en fait, il a pas encore pris la poudre d'escampecte. Il est toujours à Omsk. Et il se demande ce qu'il va faire parce qu'il voit bien que les carottes sont cuites. Et heureusement, des amis à lui viennent le voir 24 heures avant que les forces de la Tchéka, la police secrète bolchevique, viennent le chercher. En fait, ils le préviennent et lui disent il faut que tu sauves. Et ils en ont après toi, ils savent que t'es là. Donc en fait, il part avec rien. Et la Sibérie, c'est quand même compliqué. Donc au début, il part dans la forêt avec juste quelques vêtements et il sait pas trop ce qu'il va devenir. Finalement, il se dit que la meilleure chose à faire pour lui serait peut-être de rallier l'Inde. C'est quand même vachement loin. En passant par le Tibet, quoi, en passant par la Mongolie et le Tibet, en suivant le cours de... Parce que Omsk, en fait, c'est sur les rives d'un grand fleuve sibérien qui s'appelle Yenisei, et il se dit que, comme il est géographe et qu'il connaît la région, il se dit qu'en remontant le cours de ce fleuve et en arrivant d'abord en Mongolie,
puis ensuite au Tibet. Euh, c'est possible peut-être de rallier l'Inde qui est anglaise et en fait l'Occident ensuite. Mais je pense qu'il n'avait pas mesuré ce que ça voulait dire un tel voyage. D'ailleurs, pour ceux qui sont férus de ce genre de livres de tribulation, ce voyage, il a été effectué aussi par d'autres. Euh, Ça a donné un film de Peter Weir qui s'appelle À marche forcée, et dans la même collection en libretto chez Phébus, euh, je crois que enfin, le livre s'appelle à marche forcée, mais le film il s'appelle Les chemins de la liberté, c'est avec Colin Farrell. Et c'est écrit par un certain Slavomir Ravitz, et je crois qu'il est polonais lui aussi. Et eux, par contre, bah, je sais pas si vous avez vu le film, en tout cas, eux, ils font ce voyage vraiment de Sibérie jusqu'à l'Inde, quoi, jusqu'à la frontière himalayenne. Et c'est incroyable. Le livre, comme le film, je vous le conseille, c'est incroyable. C'est la réalité dépasse la fiction. Donc pour en revenir à notre ami Ferdinand, il n'a pas le choix, il se dit que la meilleure option pour lui, c'est de rallier l'Inde. Donc je vous spoile pas, hein, c'est le début, c'est vraiment le tout début. Mais vous imaginez bien que rallier l'Inde, c'est quand même un projet déraisonnable, à tout le moins. Donc en gros, il part quand même. Au début, c'est pas encore l'hiver, c'est la fin de l'été. Il arrive à chasser un peu, il arrive à se débrouiller. Il tombe sur une cabane de chasseurs, il tombe sur un mec qui est au début soi-disant trappeur, mais il comprend vite que c'est un peu un trafiquant, c'est un peu. Parce que ce qui est fascinant dans ce bouquin, en réalité, c'est que ça se passe justement en Sibérie, déjà pour le début. Et pour nous, en fait, la Sibérie, bon, aujourd'hui, on se dit que ça fait partie de la Russie et que c'est plus ou moins civilisé, mais bon, on a toujours dans l'imaginaire quand même occidental, la Sibérie, c'est le Far East, quoi. Il y avait le Far West aux États-Unis, la Sibérie, c'est le Far East, et même aujourd'hui, c'est quasiment pas peuplé. Et, tout peut arriver. Mais en 1917, c'est encore pire. Et donc la Sibérie, c'est peuplé pour une part de colons russes, parce que ça fait pas longtemps que la Russie a réussi à intégrer la Sibérie tout entière à son empire. Et pour partie, de ce qui reste de tribus autochtones, et en réalité aussi de pas mal d'occidentaux qui étaient là, il y avait pas mal de scientifiques qui travaillaient pour le tsar, il y avait des aventuriers, des trappeurs, des mecs qui essayaient de faire fortune. Et en fait, c'est une société assez interlope et cosmopolite. Et ce qui est fascinant, c'est que déjà, là, juste avant de partir, on voit bien que une ville perdue comme Omsk, il y avait quand même des écoles polytechniques, des universités, quelques étrangers. Donc, enfin, par rapport à l'idée qu'on s'en fait, nous, de la Sibérie en 1917, on se dit, putain, c'est pas mal, quoi, c'est quand même assez développé. Mais par contre, dès qu'il sort de la ville, c'est vraiment le Far East, comme je vous dis, et c'est pour survivre, il faut être un autochtone justement, parce que sinon on n'y arrive pas. La chance qu'il a, c'est qu'il tombe sur ce trappeur, trafiquant, escroc, là, avec qui il se lie d'amitié et avec qui il arrive un peu à faire un bout de chemin. Le problème, c'est qu'il se rend vite compte que déjà juste pour rallier la Mongolie, ne serait-ce que pour remonter le cours de l'Yenisei, il y a peu de chances qu'il y arrive avant l'hiver, et l'hiver en Sibérie, c'est une sentence de mort. Donc déjà, on a plein de péripéties, et par le biais de ces aventures, on se rend compte aussi de ce qu'est l'écosystème sibérien. Comme je disais, nous, on a une image du Far West par exemple. Et déjà, le Far West, c'est les grands espaces, c'est le Grand Canyon. On s'est toujours dit que c'était une nature majestueuse. Mais en fait, la Sibérie, c'est pareil. À un moment, il explique que quand l'hiver arrive, justement, le fleuve, là, quand il est pris dans les glaces, il y a des moments où le mouvement en fait, des glaces est tellement puissant que ça crée comme l'équivalent d'un tremblement de terre, mais en fait c'est un tremblement de glace. Il y a des murs de glace qui se créent dans le fleuve, et que si jamais on est dessus, bah, c'est la mort assurée. Et par exemple ça, moi je savais pas du tout que ça existait comme phénomène naturel. Et donc le truc c'est que il doit arriver à traverser déjà la Sibérie pour arriver en Mongolie. Il doit échapper à la police secrète bolchevique, et aussi à plein de bandes de malfaiteurs, on va dire. Et il doit aussi, en réalité, se faire des alliés, parce que tout seul ou avec le trappeur, c'est sûr qu'il n'y arrivera pas. Mais le fait est que, comme c'est une époque troublée, en fait, il rencontre plein de gens. Il rencontre
euh, des plus ou moins gangsters, il rencontre des mecs comme lui qui fuient. À un moment donné, il se lie même d'amitié avec un autre scientifique comme lui, qui est aussi en fuite et qui travaillait pour le tsar avant, mais qui essaie d'échapper aux bolcheviks. Et finalement, ça va être son partenaire jusqu'au bout. Le problème, c'est que, comme je vous le dis, il faut rallier la Mongolie. Donc, je vous spoil pas tout, je vous évite plein de péripéties. Mais ce qui est fort, justement, c'est que la petite histoire rejoint la grande histoire et que cet endroit, en fait, il n'y avait pas que la Russie. La Mongolie, elle n'avait pas encore proclamé son indépendance de république socialiste, elle aussi. Euh, les Chinois voulaient mettre la main sur la Mongolie, et peut-être même sur un bout de la Sibérie russe. Les bolcheviks essayaient de faire le contraire, de s'accaparer la Mongolie et de rentrer en Chine. Donc ce qui fait qu'il y avait plusieurs armées. Il y avait l'armée chinoise, il y avait des rebelles mongols, il y avait les bolcheviks qui essayaient d'avancer. Et le truc, c'est que, par exemple, il y avait même des délégations américaines en Mongolie. Donc là pareil, je me dis, les Américains en 1917 en Mongolie. Pourtant, pareil, hein, ça fait des années que je lis des bouquins d'histoire. J'avais aucune idée que les Américains étaient à Ourga. Ourga, c'est l'ancien nom de Ulaanbaatar, la capitale actuelle de Mongolie. Et donc, en réalité, vu qu'il y a plein de puissances qui sont sur ce- cet entre-là géographique, bah lui, vu déjà qu'il, pour certains, il est connu, pour d'autres, en fait, il a des capacités intellectuelles et des connaissances scientifiques et géographiques. Donc, en fait, c'est un atout dans la manche de n'importe qui veut tirer son épingle du jeu dans la région. Notamment un personnage incroyable, et là, pareil, bigger than life, comme on dit en anglais. Il va croiser la route d'un mec qui s'appelle le baron von Ungern. Alors franchement, c'est dur. Quand j'ai lu le bouquin, je me suis arrêté et j'ai regardé sur Wikipédia pour être sûr que c'était un mec qui avait existé, parce que c'est incroyable. Le mec, bon, déjà, c'est un mec qui faisait partie de l'armée tsariste et qui est donc maintenant que la révolution a lieu, il fait partie des blancs quoi, de l'armée qui est toujours pro-tsariste, qui essaye de restaurer le pouvoir des tsars. Mais comme son nom l'indique, il est des origines allemandes. Parce que le baron von Ungern, on se dit déjà qu'est-ce qu'il a à voir avec la Russie. Et le truc, c'est que à ce moment-là, bien qu'il combatte les bolcheviks, lui, son but, c'est de créer une espèce d'empire euh, mongolo-bouddhiste. Alors, un truc qui s'appelle le Bogd Kagan, ou Bogd Khan. Et en fait, qu'est-ce que le Bogd Khan? Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais à un moment donné, en Mongolie, les, les Mongols avaient fait une espèce de syncrétisme entre leur religion animiste et en même temps leur histoire de grand Khan. Parce que Kagan et Khan, ça veut dire la même chose, ça veut dire le grand chef, comme Gengis Khan. Et en fait, Bogd, c'est presque l'équivalent du Dalai Lama. Il y a une espèce de hiérarchie dans le bouddhisme, et le Bogd, on va dire qu'il est un tout petit peu en dessous du Dalai Lama. Mais lui, ce qu'il voulait faire, c'était donc une espèce de syncrétisme comme ça, de remettre en place le Bogd Kagan, parce qu'il y en avait eu dans l'histoire. Et il était tombé amoureux de cette doctrine et il y croyait vraiment. Et il s'était dit qu'en Mongolie, il pourrait, puisqu'à l'époque elle était sous la férule des Chinois, et le dernier Bogd Kagan existait encore, était vivant, et il s'était dit, bah, parce que lui c'était un officier de cavalerie, il avait encore quelques soldats avec lui, il s'est dit, les Mongols c'est des grands cavaliers, c'est des grands guerriers, je vais les fédérer autour de moi, et je vais mettre le Bogd Kagan en place, et en gros, on va créer un nouvel empire à la Gengis Khan. Donc déjà, c'est un truc incroyable, l'ambition de ce gars. Et quand on voit en plus d'où il vient, puisque comme je vous dis, il s'appelle von Ungern-Sternberg, en réalité c'est un descendant des chevaliers teutoniques. Donc les chevaliers teutoniques, vous savez, c'était un ordre religieux qui à un moment donné, c'est comme les Templiers ou l'ordre de Malte, mais eux ils ont vraiment eu de la réussite parce qu'à un moment donné ils ont créé carrément un État euh, sur la Baltique. Et pendant quelques décennies, voire un siècle ou deux, c'était devenu un État à part entière. Et donc eux, ils s'étaient établis sur la Baltique, quoi, dans un des pays baltes d'aujourd'hui, la Lituanie ou l'Estonie, un truc comme ça.
Et finalement, donc, ce qui fait que quand ça avait été intégré à l'Empire russe, bah, cette famille avait continué, de par son prestige, à jouer un rôle important. Et lui, il était un militaire important de l'armée tsariste. Mais ce qui est incroyable, d'ailleurs, je vous conseille, hein, si tapez juste Baron von Gerstenberg sur Wikipédia, vous verrez une photo de fou. Une photo en noir et blanc de l'époque où il a une tête parcheminée avec une espèce de kimono en soie à la chinoise sur un trône en bois, justement d'Extrême-Orient. Là, on dirait une scène tirée d'Indiana Jones. C'est incroyable. Et donc il croise là, parce que, comme je vous dis, notre ami Ferdinand, encore une fois, euh, bien qu'il essaye de toutes ses forces d'atteindre le Tibet par la Mongolie, euh, au bout de plein de péripéties, à un moment donné, il comprend qu'il faut qu'il revienne en Mongolie et adapter ses plans, quoi. Donc il se retrouve avec le baron qui lui promet son aide, et avec tous ces différents acteurs là. À un moment donné, il y a l'armée bolchevique qui vient aussi, donc c'est le jeu du chat et de la souris. Mais vu que lui, il n'a pas trop envie non plus de participer à la guerre du baron, il décide quand même de tenir à son plan et de partir au Tibet. Et là, pareil, on tombe dans un délire qui dépasse la fiction. Le Tibet à l'époque, parce que, bon, pareil, nous, quand on entend le Tibet, on sait aujourd'hui que c'est une région autonome de Chine qui a été annexée, c'est comme les Ouïghours par exemple, le Xinjiang qui est jusqu'au dessus, mais on se rend pas compte de la taille du Tibet. Le Tibet, c'est 4 fois la France. Et puis, c'est une altitude qui n'a rien à voir avec la France, quoi. C'est l'Himalaya. Et donc, à cette époque-là, au Tibet, il y avait des troubles, et il y avait des bandes de brigands, mais qui étaient indépendantes, et qui traumatisaient n'importe quel voyageur qui essayait de traverser le Tibet. Et pareil, ne vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, c'est 1% du livre ce que je vous raconte, mais à un moment donné, quand il est au Tibet, parce qu'il y a deux choses au Tibet. Il y a les bandes de brigands et il y a les monastères avec les grands lamas. Pareil, il nous fait une description quasi ethnologique des lamasseries, quoi. Je sais pas, c'est vraiment du témoignage de première main. On se rend pas compte, en fait, pareil, comment les moines vivaient à l'époque et comment leur religion était encore puissante à l'époque, et l'envergure la- et l'influence qu'elle avait encore sur toutes les populations avoisinantes, non seulement au Tibet, mais comme je vous le dis, en Mongolie, en Chine, et même en Sibérie. Et il y avait, comme je vous disais, il y a une espèce de hiérarchie, c'est un clergé aussi. Le bouddhisme, hein, c'est comme le catholicisme. Donc en dessous du Dalai Lama, il y a plusieurs lamas qui ont certains grades. Et le truc, c'est que lui, là, Ferdinand, à un moment donné, il en rencontre pas mal, et il rencontre des lamas qui sont assez haut placés dans la hiérarchie donc, bouddhique et bouddhiste. Et, et donc on a un témoignage de première main sur une époque où les lamas avaient encore un réel pouvoir. Et sur la manière dont ils pensaient, sur la manière dont ils exerçaient ce pouvoir. Et pareil, c'est plus qu'exotique, c'est une porte ouverte sur une façon de vivre et de penser qui n'existe quasiment plus, parce qu'aujourd'hui les lamas, d'ailleurs à part le Dalai Lama, on connaît qui? Ils sont tous réfugiés en Inde, et peut-être qu'il y a des monastères cachés au Tibet, mais bon, on sait pas ce qui se passe. Donc pour en revenir à nos amis les brigands, bah, c'est des scènes de film en fait, c'est pareil, c'est comme je vous disais, l'équivalence avec le Far West. Et il se retrouve à se faire poursuivre par genre le plus grand brigand du Tibet qui estime que personne ne peut traverser le Tibet sans lui demander déjà la permission et lui payer une dîme. Donc ça donne lieu à une course-poursuite homérique à travers les montagnes de l'Himalaya. Et le truc de fou, c'est que leur façon de penser, c'est que ils se découpent, hein, ils se tirent dessus, ils se poursuivent et tout. Et à un moment donné, ils arrivent à blesser donc le chef des brigands. Et vu qu'il est blessé, bah, le mec, et que Ferdinand a des connaissances en médecine, il envoie un messager, il dit bah c'est bon, tu m'as blessé, bah viens me soigner, comme ça tu te barres. En fait, c'est comme si de rien n'était. C'est pas grave, tu m'as eu, bah t'as gagné, mais quand même, il faut pas que tu me laisses crever, viens me soigner. Et le truc, c'est que Osendevski accepte, quoi, il vient le soigner, donc il gagne du temps comme ça, il arrive à repartir en Mongolie. Mais pareil, ça donne une idée, parce que quand même 1917, c'est pas genre 1850, où on se dit c'est quand même l'ère moderne, entre guillemets. Mais
la seule modernité qui avait atteint le Tibet, c'était les armes à feu, quoi. Le reste, c'était vraiment le Far West, mais de l'autre côté. Donc tout ça pour dire que si vous aimez justement l'aventure, et sous toutes ses formes, le dépaysement, l'extrême-orient, l'histoire de ce coin, et ben franchement, boudez pas votre plaisir et achetez ce livre. Bête, homme et Dieu. Je vous spoile pas la fin, je vous spoile pas ce qui se passe après. Juste que c'est extraordinaire, c'est un témoignage de première main, déjà. Il raconte toute son histoire, et c'est aussi un témoignage sur l'époque. Donc, si vous aimez le dépaysement total, et si vous avez jamais lu de récits de voyageurs ou d'aventuriers, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Et si vous voulez après continuer à lire des récits de Ferdinand Ossendowski, comme il a vécu en France pendant un moment, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu pas mal de ces bouquins qui ont été traduits et édités en France. Donc, bon, il a écrit une biographie de Lénine, mais à l'époque, elle avait fait grand bruit parce que c'était le début de la Révolution. Et il donnait un point de vue qui était un peu différent de, de- de ceux qui circulaient à l'époque. Pareil, ça peut donner aussi une idée de ce qui se passait vraiment à cette époque-là et un angle différent sur les événements. Mais sinon, bizarrement, il a aussi écrit de la science-fiction, il a écrit d'autres récits de voyage. Il est mort en 1945 en, en Pologne. Et dommage pour lui, il n'aura pas vu la libération de la Pologne, mais en même temps, c'était pour retomber sous le joug des soviétiques. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il était rentré juste avant la guerre en Pologne, et malgré le fait que la guerre éclate, il avait décidé de rester, et comme quoi c'était quand même quelqu'un de courageux tout au long de sa vie. Et il avait participé au gouvernement clandestin de Pologne, notamment en matière d'éducation. Et le truc de fou, c'est qu'il est mort donc peu avant que les Russes arrivent en Pologne. Et comme les Russes se rappelaient de lui, et qu'il s'était dit que s'il mettait la main dessus, il le jugerait justement pour pratique contre-révolutionnaire, et ben, quand ils ont découvert qu'il était mort et où il était mort, ils ont même déterré le corps pour être sûr qu'il était mort. Pour être sûr qu'il n'avait pas échappé une fois de plus au grand soviet. Donc pour vous dire que c'était quand même quelqu'un qui a marqué son époque et qui était très courageux. Donc voilà, moi ce livre m'a plu et je l'ai mangé tout cru. Donc amis mangeurs de livres, si ça vous intéresse, ne boudez pas votre plaisir. À bientôt.